Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de la prise de liquidité actuelle, un petit peu sous la structure, qui pour moi pourrait être le déclencheur d'une phase haussière. En tout cas, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. On va également aller voir du côté de Glassnode avec du on-chain, donc ça va être assez intéressant. Regardez bien jusqu'à la fin, puisque à la fin, on va vraiment faire un petit peu le détail de la structure dans ce range, un petit peu qui a pris profit, comment ça s'est passé, etc. Et ce, grâce aux data on-chain. On est ici sur le Bitcoin face au dollar en daily. Comme d'habitude, j'en profite pour vous dire de mettre un pouce bleu, éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Alors, on avait cette 4 heures ici qui a été perdue. C'est un niveau vraiment notable. Le fait qu'on soit obligé de bouger ce niveau dorénavant, celui-ci donc, à un niveau daily, c'est-à-dire c'est un niveau qui désormais ne doit pas être perdu dans la journée, veut dire que théoriquement, selon les critères d'aide à la décision, vous voyez qu'on n'a jamais ici ouvert et clôturé une bougie en dessous de ce niveau. On vient d'ouvrir celle d'aujourd'hui en dessous de ce niveau, mais si jamais ce soir on clôture au-delà des 30 078, ça pourrait vouloir dire que ce niveau est en train de tenir. Néanmoins, le fait de le transformer du 4 heures, bien entendu, au daily n'est pas une très bonne chose. C'est pas une très bonne nouvelle sur Bitcoin. Également, on a ici cette 4 heures qui tient très bien pour le moment, donc attention à ça. C'est une 4 heures de distribution. Ça sous-entendrait que pour le moment, on refuse tout simplement, on continue de vendre sur la pente actuelle, ce qui suggère éventuellement un nouveau plus bas que, vous le savez, nous, on avait potentiellement établi autour des 29,2. Cela dit, quand je vais voir la liquidité, vous allez voir qu'on va aller la voir tout à l'heure, j'ai pas le sentiment qu'il y ait réellement un réel besoin d'aller manger toute cette boîte de liquidité ici. Maintenant, c'est tout à fait une possibilité correcte, et pour l'instant, tant qu'on n'a pas pété cette 4 heures, eh ben, ça veut dire qu'on se dirige tout simplement vers là-bas. On continue sur le 1 heure. Alors sur le 1 heure, en ce qui concerne BTC, on est toujours dans une structure baissière à ce stade, pas vraiment de structure de retournement. Pour ça, il faudrait en effet péter la 4 heures de distribution et revenir regagner le niveau des 30 300. Et encore une fois, en daily, il va falloir clôturer la journée ici pour ne pas perdre la daily actuelle, tout simplement au-delà des 30 700. Ce qu'on peut voir éventuellement dans cette structure, d'une certaine manière, c'est un rachat systématique au niveau des $30, 29,5, 30 000 $, et une vente systématique, bien évidemment, au niveau des 31. Donc on est ici dans une zone de combat. Certains qui veulent tout simplement vendre les 31, et je pense que c'est principalement du monde qui a acheté sur cette descente-là. Vous allez le voir que ce sont des gens qui sont relativement en profit, donc qui sont en train de distribuer et de prendre leur profit, tout simplement. Et à l'inverse, eh bien, on a également peut-être du monde qui est satisfait d'acheter les 30 000. Donc la question, c'est qui a le plus de pognon dans l'histoire pour tout simplement, au bout d'un moment, exhauster l'offre ou la demande d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire plus de vendeurs à 30 000, donc du coup on monte, ou alors plus de vendeurs à 31, donc du coup on descend. Plus de vendeurs à 31, sous-entendu, eh bien on descend pour filer ceux qui veulent vendre plus bas. On va passer désormais sur Ethereum contre Bitcoin. Pour moi, c'est toujours bullish cette histoire-là, hein. La structure est bullish, on accumule ici des stops de longueur, donc c'est potentiellement ce qu'on pourrait vouloir venir chercher. On n'a pas du tout comblé ce gap, donc attention, ça pourrait ici redescendre encore plus bas pour éventuellement revenir péter la structure en haut. Mais pour moi, on est typiquement dans ce qui pourrait être un flag, c'est-à-dire une A, une B, une C. Et là, vous voyez qu'on bastonne, on est en train d'essayer de bastonner la traîne de distribution qui est celle-ci. Si jamais ça casse, eh bien ça veut dire que potentiellement on valide le flag, sous-entendu nouvelle impulsion haussière, et elle risque d'être assez sharp. Donc ça tient si jamais, bien entendu, Bitcoin réintègre son range. Si jamais il perd son range, je ne pense pas que les alts vont nous donner une surperformance relativement énorme. Ici, je suis un petit peu dans une time frame un peu trop petite peut-être pour avoir quelque chose de cohérent au niveau de la traîne de distribution. On fait fi de cette bougie là, et voilà, pour moi la traîne elle est là, on est pile en train de l'attaquer là, ça fait un petit moment qu'on essaye de la voir, et la traîne d'accumulation également en 4 heures, elle est ici, hop, elle serait plutôt sur une bougie d'accumulation vers une bougie d'accumulation, on aurait quelque chose comme ça, compression du prix sur Ethereum Bitcoin. Est-ce que ça casse en haut, est-ce que ça casse en bas? A priori, bien entendu, on aura la réponse en tout cas dans la journée. Je pense personnellement qu'on va avoir une journée haussière. Maintenant, je peux me tromper, bien évidemment.
Et ça tient principalement à la liquidité, ce que je vais vous dire là. On va voir Ethereum contre USD. Ethereum contre USD, eh bien, on tient ici les 1900. La zone de combat du moment, hein, elle se trouve à peu près entre 1900 et 1920 pour moi. On perd par contre, vous le voyez, cette 4 heures, autant pour moi. J'ai fait un pomme Z de trop, vous voyez que cette 4 heures est perdue, donc on peut désormais soit l'effacer, soit la passer en daily. Si jamais on regarde un petit peu le daily, elle est presque perdue. Ici, vous voyez qu'on a un petit bout de bougie dedans, et ce qu'on veut, c'est un corps entier. Si jamais ce soir, Ethereum clôture au-delà des 1920, eh bien à ce moment-là, on réintégrera cette trend qui désormais est devenue une daily. Donc tout ça, c'est pas très bon, hein. On est en train de transformer, vous le voyez ici, des 4 heures en daily, mais les daily sont plus puissantes que les 4 heures. Donc on revient ici sur la daily, comme je vous le rappelle, on le met en daily comme ceci. On est obligé ici du coup de prendre des bougies d'accumulation encore une fois de l'une à l'autre. Ça change très légèrement la target. Vous voyez que ici en gros on est en train d'essayer de la préserver. On n'a pas dégueulé au moment où on a perdu. Enfin, on a dégueulé là, mais on a réintégré tout de suite. Et vous voyez que cette bougie sous forme un petit peu de marteau est plus ou moins une bonne nouvelle. Ici, ce marteau aussi était une bonne nouvelle. On a systématiquement racheté Ethereum contre BTC dans ces eaux-là. Donc, ça présage peut-être une altcoin season. Et excusez-moi, on n'est pas sur Ethereum contre BTC. On a racheté, bien sûr, vous l'aurez compris, vous aurez rectifié de vous-même Ethereum contre du dollar. Ici, alors attention quand même, puisque on a quand même ici des belles structures de retournement. Vous le voyez ici avec cette épaule tête-épaule. Si on perd sur la dominance les 19,50, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que on risque de perdre beaucoup plus sur la dominance, quelques pourcents de plus. Hein, la target étant ici, si jamais on perd encore une fois le support actuel, quelque part autour de 18,43 pour la dominance, donc tout ça n'est pas joué, on n'est pas encore dans la certitude que ce point-là va tenir. Ce qu'on pourrait voir éventuellement sur la dominance, c'est toujours un petit peu la même histoire, hein, mais cette trend ici en daily, qui est potentiellement ici, vous le voyez, en train de casser, en train de glisser, ou en tout cas, voilà, on a peut-être quelque chose qui se présenterait à peu près comme ça en daily, et qui aujourd'hui est en train, peut-être sur ce niveau des 19,58 de dominance, eh bien de trouver un niveau qui est capable d'attaquer tout simplement la trend, encore une fois. Hein. Ici, l'idée c'est que éventuellement, si on tient le niveau actuel, il n'y aura pas de figure de retournement, et du coup, c'est un support et on réintègre ce que j'appellerais notamment, principalement, on va dire, la trend historique, parce que c'est celle-là qui est perdue, la trend historique qui pour le moment est une trend très vieille, 2015 je crois, ou je sais plus, oui voilà c'est par là, 2019 pardon, autant pour moi, 2019 avec cette augmentation petit à petit de l'Ethereum dominance. Pour le moment vous voyez que comme on avait joué un petit peu avec cette trend, hein, c'est une trend qui est weekly, donc là on regarde en daily, donc c'est normal qu'elle soit perdue, du coup, pour le moment, il va falloir quand même se battre pour la réintégrer. Est-ce qu'on a fait une bougie entière? Oui, bon après c'est pas extrêmement propre ce type de trend, vous voyez que on est un petit peu obligé de joindre les points ici, hein, sur des choses historiques comme ça. Vous voyez qu'ici on a fait énormément de bougies, ici on a eu quelques bougies dessous, il faudrait peut-être la mettre un petit peu plus bas, bon bref, en gros, ce qu'on veut pas, c'est justement aller au 18, parce que là, pour le coup, on aura vraiment la certitude que, entre guillemets, Ethereum sera dans une phase baissière dorénavant. Le Total 3. Total 3, ce sont donc toutes les altcoins sans le BTC. Pour le moment, vous voyez, sans le BTC et sans Ethereum, pour le moment, vous voyez qu'on est sur une trend historique de distribution ici, et elle semble vouloir casser. Mais on n'a pas la confirmation encore nécessairement actuelle en weekly qu'elle casse. En daily, on l'a, certes, hein, on a une très belle déviation au-dessus. Vous le voyez, c'est ce petit flag qui est là. Si jamais ce flag, eh bien, si jamais ce flag refuse de réintégrer ici et qu'on a une nouvelle impulsion, à ce moment-là, on pourra dire « Ok, ça y est, c'est pété ». Maintenant, pour le moment, on est encore un petit peu dans l'expectative de casser cette histoire. Pour moi, la target de ce mouvement-là sur le Total 3, c'est quelque chose comme... On va y arriver. De ce Total 3, c'est quelque chose comme 400 milliards, j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier, et il faut bien comprendre ici que si jamais vous avez un mouvement plus conséquent, on peut très bien ici, donc les 400 milliards ici, vous le voyez, c'est principalement la résistance
habituel, on va dire, qui tient depuis août 2022 dorénavant. Si jamais on arrive à dépasser cette résistance, à ce moment-là, ça nous emmènerait potentiellement aux 560, puisqu'on aurait un très beau W weekly ici, avec une target de plus de 60% sur le total de vos altcoins. Donc là, oui, là, c'est la belle alt season. En gros, moi, ce que je joue actuellement, ce que je pense qui va être le cas, c'est plutôt ça, d'accord. Si jamais, effectivement, on arrive à péter les 400 milliards de market cap, à ce moment-là, effectivement, il y a un très beau mouvement à prendre sur les alts. Ça nous emmènerait Ethereum contre BTC aussi dans des niveaux de résistance. Je pense d'ailleurs même que Ethereum contre BTC, en fait, sa résistance ici, c'est à peu près les 0,80. Je reviens sur Ethereum contre Bitcoin ici, et vous voyez ici que les 0,80 pour le moment nous ont, les 0,080 pardon, pour le moment nous ont toujours rejeté. Je pense que ça correspond à peu près aux 400 milliards de market cap sur le reste des altcoins, donc toutes les altcoins sauf Bitcoin et Ethereum. On peut quand même estimer ici que Ethereum est en train de devenir autre chose qu'une altcoin. Pour moi, on est vraiment ici dans cette narration comme quoi Ethereum est tout simplement l'internet de la monnaie. Ce sur quoi la sécurité va s'appuyer en ce qui concerne, et les protocoles vont s'appuyer en ce qui concerne tout ce qui est Oracle, Virtual Machine, toutes ces choses-là, etc. Et derrière, on aura effectivement Ethereum une performance d'Ethereum est entre guillemets un petit peu le seul moyen quand même de faire performer également Total 3. Donc oui, il y a cette narration, Ethereum performe bien, donc on peut avoir éventuellement une alt season puisque c'est encore une fois l'internet de la monnaie, mais il y a aussi une espèce de narration de Ethereum est en train de devenir autre chose, et je pense que c'est vraiment le cas. Je pense bien sûr qu'ils sont en train de préparer des ETF sur Ethereum également. Je pense qu'Ethereum ne sera pas classé comme une security. Ça fait beaucoup de je pense que, mais personnellement, voilà, c'est mon scénario privilégié, donc effectivement, je suis relativement exposé sur Ethereum, bien évidemment. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire sur la stablecoin dominance, autant pour moi. Alors ici on avait ce flag qui pourrait continuer et nous donner cette target là. Problème des flags un peu longs, moi j'aime bien quand les flags durent moins de 3 semaines. Je parle des bull flags ou des bear flags tout simplement, sinon c'est plutôt des canals haussiers pour moi. Donc difficile de vraiment appuyer cette target, mais cela dit, sur la stablecoin dominance pour le moment, ce qui prédomine et ce qui est extrêmement précis à ce stade, eh bien c'est la 4 heures qu'on est en train de longer par le bas, c'est-à-dire qu'on a une distribution sur la stablecoin dominance ici, et pour le moment c'est plutôt propre, on se fait repousser à chaque fois. Ici une montée un petit peu larvée, ce qui est plutôt une bonne chose, et peut-être potentiellement un retest ici des 10% à minima, et avec nous on a une target, vous le savez, de 8%, target qui nous emmènerait quelque part à dominance égale à 43 000 dollars sur BTC. Voilà, c'est difficile avec les mouvements de dominance de vraiment dire où on en est. La Bitcoin dominance qui pour le moment est dans son bas de range, vous le voyez qu'on avait eu une poussée assez impressionnante tout simplement pendant la hype des ETF, mais également le fait qu'on considérait en même temps les altcoins comme des securities, et puis finalement la narration de complications par rapport aux altcoins est en train de s'estomper avec le procès XRP contre la SEC. Ici on fait une première correction, on fait une deuxième correction, là pour le coup on a un très beau bear flag, et là pour le moment on est en latéralisation. Latéralisation, est-ce que ça veut dire qu'on a quelque chose qui a cassé ou pas? Est-ce que ça veut dire que nécessairement on a perdu des niveaux substantiels? Non, vous êtes en train de regarder ici le bas de range en fait quelque part, enfin en tout cas ce dans quoi Bitcoin est un petit peu bloqué depuis le 13 juillet. Et pour le moment, vous le voyez, Bitcoin qui oscille entre les 50,18% de dominance et les 49,93%. Le fait que Bitcoin perde les 50% pourra nous donner effectivement l'alt season, bien évidemment. Si jamais on ne perd pas ce niveau, à ce moment-là, on n'a pas grand-chose. Vous voyez que j'ai mis des alarmes. En l'occurrence, celle-là, elle est un petit peu haute. On va s'en remettre une par ici, très légèrement en dessous, mais ça peut vous donner un signal assez fiable, et bien que effectivement la dominance de Bitcoin va plus bas. Marché traditionnel qui fonctionne plutôt pas mal en ce moment. On est en saison des earnings aussi. Vous voyez qu'on a dépassé ma box de prise de profit ici. Je dis quand même attention dans la zone. Puisqu'on a on a ouvert des gaps haussiers. Alors est-ce que ce sont des gaps de rupture ou pas? Je ne pense pas. Je pense qu'on va revisiter à un moment donné les 4441. C'est-à-dire qu'on va avoir une petite baisse sur ce niveau-là. Est-ce qu'on se dirige vers une flat ou pas? Là pour moi, ce qu'il faut regarder, c'est tout simplement la pente de ce mouvement. Donc en l'occurrence sur le S&P.
Personnellement, je m'attends à une correction, même assez violente, et globalement, pour le moment, je dirais que la pente, elle est quelque part comme ça. En tout cas, la pente actuelle, elle est quelque part comme ça. Si jamais on perd cette 4 heures-là d'accumulation, eh bien, il est possible qu'on revienne visiter, qu'on se bloque en tout cas un petit peu dans cette zone-là. Pour le moment, on n'a pas atteint ce niveau-là, qui est les 4637. Niveau de price action, on est plutôt un peu bloqué par ce pic-là, mais vous le voyez ici, on a un S&P qui fonctionne très bien ces derniers jours. Et globalement, si on va regarder les earnings... Ah, je m'attendais pas à voir ça. Hop, autant pour moi. Si on va regarder les earnings, globalement, vous voyez que pour l'instant, c'est toujours en premier la finance qui donne ses earnings. Enfin, en général, c'est plutôt comme ça. Et vous voyez que Bank of America est à peu près dans les clous. En gros, les grosses banques sont quand même relativement dans les clous de ce qu'ils avaient prévu. Lockheed Martin, donc qui fournit les F-16, etc., qui poste un très bon trimestre également. Bank of New York, 4,45. Vous voyez qu'on est pas mal dans le vert sur tout ce qui est finance. Également, demain, on aura Tesla, Netflix, IBM, Goldman Sachs, donc encore un peu de tech et un petit peu de finance. Donc à suivre de près. Voilà, on est en saison des earnings, donc c'est tout à fait normal ici que, eh bien, on ait plus ou moins des mouvements sur le marché. Le marché, action. Le VIX qui est complètement à la ramasse, c'est-à-dire que c'est l'indice de volatilité ici qu'on regarde sur le S&P 500. En général, c'est ce qu'on appelle l'indice de la peur, c'est-à-dire que quand les marchés ont peur, on atteint des VIX assez impressionnants. Vous le voyez par exemple ici, c'était bien évidemment la fermeture des frontières aux États-Unis pendant le Covid. Et on peut s'attendre quand même à un moment donné à un réveil du VIX. Ici, vous le voyez, on a ce plafond au 35. En général, quand le VIX est au-dessus de 40, eh bien, c'est vraiment pas du tout bon pour les marchés. Ici, vous voyez que la volatilité se contracte. Donc, on peut s'attendre à un mouvement violent. Et en l'occurrence, comme pour l'instant, on a contracté la volatilité par... Je vais vous le montrer ici... Par une grande descente... Une grande descente ici qui elle-même est remontée, c'est ça qui contracte la volatilité, c'est plus ou moins d'ailleurs même une sorte de structure de range, ça pourrait éventuellement être ça, mais en tout cas ici vous le voyez, eh bien on a recontracté cette fameuse volatilité avec un VIX qui est encore une fois très peu volatile, et il se pourrait qu'un mouvement violent soit vers le haut, soit vers le bas, puisse éventuellement nous donner quelque chose pour la suite. La tech également qui performe très bien, on est quasiment à l'ATH, vous le voyez ici sur l'US Tech 100, donc les 100 plus grosses entreprises technologiques américaines, on est à 15 872 et le plafond, enfin le plus haut est à 16 650, je crois, quelque chose comme 16 710, autant pour moi. Donc voilà un petit peu pour l'analyse technique en ce qui concerne les news. Vague de chaleur, alors ça c'est pas très bon pour les mineurs, surtout au Texas où il fait très chaud dorénavant, donc ça va leur coûter plus cher de continuer à produire. Soit ils vont débrancher, dans ces cas-là ça peut être quelque chose qui se passe, soit tout simplement ils vont devoir vendre des bitcoins pour payer la clim, finalement c'est quelque chose dans cet esprit-là. Ici on voit que le profit de Goldman Sachs est tombé, par contre on est au-dessus des attentes, on va dire, donc quelque part c'est bien, quelque part c'est pas bien. Et c'est normal qu'on soit dans une année de difficulté pour les banques, puisque ça a été une année, vous l'avez compris, assez compliquée pour elles au pluriel. Les futurs sur XRP qui touchent un record depuis 2023, la Société Générale qui récupère sa licence PSAN au travers de sa société spécialisée crypto Forge. Donc bravo d'avoir une banque justement française et qui se jette dans le bain un petit peu autour de la crypto. C'est une très bonne chose. Ensuite, Bitcoin, ce milliardaire, fait 4 souhaits pour un nouveau bull run. En fait, il s'agit de Mike Novogratz. Mike Novogratz, je crois qu'il a créé Voyager Digital, si je me comprends. Ou c'est autre chose, je sais plus. Peut-être je fais une erreur en disant Voyager Digital. Je sais plus. En tout cas, il a fait fortune dans le Bitcoin et il a ici 4 souhaits pour entamer un nouveau bull run. Le premier souhait, c'est une pause de la Fed dans la hausse de ses taux directeurs. C'est quasiment chose faite. En tout cas, il y en a eu une première. Le deuxième, c'est que Ripple doit gagner son procès contre la SEC. C'est chose faite également. Donc 2 sur 4. Le troisième, un fonds négocié en bourse au comptant ou ETF spot doit être accepté
accepté par la SEC, eh bien, c'est peut-être en train d'être fait. On verra la réponse probablement sous 1 ou 2 mois. Ici, vous comprenez qu'en ce moment, ils ont tous été déposés. Hein. On a beaucoup d'entreprises qui ont déposé des demandes d'ETF spot sur Bitcoin. Et également, son quatrième souhait, c'est que Binance et son patron CZ conclut un accord avec les autorités fédérales US pour que Binance puisse continuer ses activités plus sereinement. Alors, c'est tout à fait ma vision des choses, personnellement. C'est également, alors j'ajouterais peut-être une adoption du Lightning Network comme moyen de paiement en ce qui concerne Bitcoin, et le fait que Ethereum soit effectivement déclaré comme une commodité et ne soit pas une valeur mobilière. Voilà, j'ajouterai ces deux choses-là pour éventuellement trigger un énorme bull run de tous les côtés. Ici, pas grand chose sur Finbold, Starknet qui révèle son AppChain Framework, donc un écosystème multi-chain. Starknet, très bon projet, où on est sur un Layer 2 Ethereum en ZK EVM. Également, on a eu dernièrement pas mal d'annonces en ce qui concerne Chainlink et des intégrations assez intéressantes sur effectivement également de l'interopérabilité cross-chain, le CCIP si je ne me trompe pas. Donc voilà, écoutez, ça avance en bear market, on a quand même toujours ici des choses qui se créent. Ici, pas grand chose du côté de Cointelegraph, les BRICS qui auront un sommet en août et sur lequel ils vont éventuellement parler agrandissement des BRICS. Goldman Sachs ici qui fait un mauvais profit après des problèmes avec Green Sky. Apparemment il s'agirait d'immobilier. Je suis pas tout à fait au courant de l'histoire. Pas grand chose cette semaine, encore une fois, on est mercredi là, mais il n'y a pas énormément de choses. On pourrait éventuellement, là on est déjà sur la semaine prochaine, autant pour moi, regardez les retail sales. Vous voyez que on a diminué au niveau des ventes au détail, donc ça c'est pas très bon pour l'économie. Et puis voilà, d'une certaine manière, on aura un discours ce soir de le vice-président de la Fed sur les pratiques de crédit. Donc voilà, pas très intéressant non plus. Peut-être le rapport sur l'emploi jeudi qui va éventuellement nous donner des infos, mais globalement, à part les earnings, cette semaine, on n'aura pas grand-chose. Et puis, bien évidemment, on aura le FOMC la semaine prochaine, et ça se passera mercredi aux alentours de 20h30. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui s'est passé à Pékin? Voici tout et tout. Donc j'ai lu cet article, c'est pas extrêmement intéressant. On va passer dessus pour pouvoir faire du Glassnode. J'en profite pour vous dire de mettre un pouce bleu, c'est super important pour la chaîne et ça aide vraiment ici la chaîne à avoir de plus en plus d'audience, ce qui est une très bonne chose pour elle. Qu'est-ce que je regarde quand je regarde Glassnode? J'ai une trentaine de favoris. J'ai pas l'abonnement de ouf, j'ai l'abonnement normal, mais ça me suffit amplement en tout cas pour trader. Ici, vous voyez la sortie des bitcoins des exchanges. Donc on a vraiment ce mouvement depuis le 27 avril 2023 qui s'est accentué. On était déjà sur une sortie assez importante. Historiquement, en fait, si vous regardez l'histoire, j'essaie de retrouver, parce que j'ai la caméra devant, on va faire comme ça. Historiquement, là, les exchanges se créent, etc. Donc, on a une arrivée des bitcoins sur les exchanges. Le top se trouvant à peu près au 11 mars 2020, juste avant le Covid. Et depuis le pic Covid, les bitcoins sortent des exchanges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a à peu près 2-3 millions de bitcoins qui font le prix, qui s'échangent de main en main. Mais d'une certaine manière, les holders restent de plus en plus holders. Et on le voit sur la dormance, on le voit sur des tas d'indicateurs que les gens hold de plus en plus. Les long-term holders, donc on considère que les long-term holders sont ceux qui hold depuis plus de 5 mois, sont de plus en plus nombreux, et les holders depuis plus de 1 an désormais sont à plus de 73%. Donc on a du monde qui est, vous le comprenez ici, si on considère les 1 an, qui est peut-être en perte, mais qui considère que Bitcoin ira plus haut et donc n'est pas vendeur. Et ça c'est extrêmement important pour beaucoup de raisons. Ici intéressant, on va zoomer un petit peu, le Realize PL ratio. Qu'est-ce que c'est? C'est quand on vend, en fait, où est-ce qu'on en est entre ceux qui ont gagné et perdu. Et vous voyez qu'on joue avec le zéro ici en permanence, mais
en ce moment et dans la structure le biseau descendant qu'on avait eu précédemment et ici le range actuel, la latéralisation actuelle, eh bien on voit que les ventes se font plutôt à profit, donc dans le vert. Je peux vous le montrer sur également le net realized profit and loss. Eh bien, sur toute la structure de ce range, on a eu des ventes qui se faisaient en profit, d'accord? Donc, on est peut-être ici en train de tout simplement, eh bien, on a du monde qui est en train de vendre, qui a potentiellement acheté sur tout ce biseau descendant. Vous voyez qu'en l'occurrence, il y a une grosse prise de profit ici, donc ça doit être une personne qui a vraiment vendu sur la descente. Mais en ce moment, vous le voyez, on est plutôt en train de... ceux qui vendent, puisqu'on connaît leur prix d'achat, on-chain, c'est ça le but, c'est chaque bitcoin a un numéro, et donc on sait à quel prix il a été acheté par le dernier acheteur, et donc au moment où il est vendu, eh bien on peut savoir tout simplement à quel prix il est vendu. Et là, en l'occurrence, on voit que au niveau des ventes, en tout cas, ce range est une opportunité pour certains, tout simplement, de prendre du profit en dollars. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que quand on fait un range, c'est aussi racheter. Donc les 30 000 sont rachetés. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a une force qui va venir racheter les 30 000. On a une force qui va venir vendre les 31. On ne sait pas ici, à ce stade, est-ce que la structure va se transformer en structure d'accumulation ou en structure de distribution? Encore une fois, ça dépendra de qui a le plus d'argent. Par contre, ce qu'on peut voir éventuellement, c'est que ici, on appelle ça le Accumulation Trend Score. Accumulation Trend Score, c'est sous-entendu, c'est pondéré par plus ou moins les grosses entités, justement. Et là, on voit que les grosses entités sont plutôt en train d'accumuler dans cette structure. Ça ne veut pas dire que c'est toujours quelque chose qui se conclut par une énorme hausse. Vous voyez qu'ici, par exemple, on avait pas mal accumulé et derrière, on est parti plus bas néanmoins. Mais par contre, c'est intéressant de voir ici que, si vous voyez, par exemple, dans le futur, on a accumulé également le stop des 63 000 $. C'est pas la question. Les gros, ici, ont accumulé. Ici également, sur cette structure de latéralisation, on avait accumulé. Et vous le voyez, les bottoms sont systématiquement accumulés. Par contre, ça devient intéressant de voir qu'on commence à accumuler assez fortement dans ce range. La dormance qui se réveille, et c'est ce qu'on veut pour taper un bull market. Vous le voyez ici, chaque bas de prix, chaque bas de bear market, on avait une dormance qui était maximum et qui ensuite se réveille. Ici, dormance maximum, ensuite on se réveille. Ici, dormance maximum et ensuite on se réveille. C'est bien sûr, on se réveille parce que l'action de prix est haussière. Donc bon, ici, on regarde un petit peu l'œuf ou la poule, ça n'a pas un énorme intérêt. Par contre, là où c'est intéressant, c'est le réserve risque. Réserve risque, c'est sous-entendu, est-ce que Bitcoin est un fair value, un prix loyal ou pas? C'est un indicateur qui est vraiment intéressant également. Et là, vous voyez qu'on est carrément passé dans des prix extrêmement intéressants en termes de fair value. Le marché pourrait considérer ici que le prix est réellement intéressant. Vous voyez qu'au précédent top, on n'a pas touché le rouge. Le rouge ici n'a jamais été touché, y compris quand on a fait des targets autour des 62-63 000 $. Mais c'est suffisamment intéressant pour le noter. La supply active 1 year plus ago, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ceux qui ont du Bitcoin depuis plus d'un an et qui ne l'ont pas activé, qui n'ont jamais vendu, qui n'ont pas bougé. Et bien là, vous voyez qu'on est à un ATH à nouveau autour des 70% de holders depuis plus d'un an. Et là, vous voyez qu'on a touché les 69 et quelques %. Donc c'est vraiment intéressant à regarder également. MVRV Z-Core, on va passer. Multiple de Puel aussi. Le H-Ribbons, vous connaissez, je pense, on va passer également. Realize to Profit Value, on passe. Le Realize Price, ça c'est intéressant. Le Realize Price, c'est le prix auquel la plupart du marché a acheté ses bitcoins. C'est une moyenne en fait sur le nombre de bitcoins et le dernier prix d'achat par l'ensemble du marché. Donc on prend le nombre de bitcoins qui a été échangé sur toute la vie de bitcoin et vous voyez que le Realize Price ici est à 20 416. En bear market, on a tendance à venir faire un tour sous le Realize Price. C'est-à-dire qu'il y a un petit moment, vous le voyez ici notamment, où tout le marché est en perte. On est c'est pas que tout le marché est en perte, c'est plus que plus de la moitié, plus de la moyenne du marché est en perte. Et puis ensuite, il a tendance à devenir une sorte de support, voire une trend. Ici, vous voyez bear market également, on passe dessous. Ici, pendant le Covid, on le reteste à peine. Et ici, vous voyez qu'on passe sous le Realize Price pendant un certain moment. C'est la plus longue période sous le Realize Price qu'on ait jamais effectué. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a agi comme support ici. Donc, retester les 20 425 $ est possible et ça devrait être désormais un support extrêmement fiable.
D'abord parce que quand on a retesté les 19,7 ici, on a rebondi dessus, et c'est peut-être ici un signal de bottom de marché. Le Net Unrealized Profit and Loss, qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui n'ont pas vendu, ceux qui ont toujours leur Bitcoin, à ce stade, est-ce qu'ils sont en profit ou en perte? Donc on a fait une grande période dans le rouge, et évidemment, tous ceux qui ne vendaient pas dans ces zones-là étaient principalement en perte, donc on était en période de capitulation. On a eu la période d'espoir, et derrière, aujourd'hui, on rentre dans la période d'optimisme, avec, vous le voyez, une petite incursion dans une période de espoir / peur entre les deux. Donc ça c'est intéressant également parce que quand on va dans la zone rouge, en général, on n'a pas tendance à réellement revenir à la zone rouge avant d'avoir retapé la zone verte. En tout cas, c'est pas quelque chose, vous le voyez, qu'on a déjà fait. Voilà, ça peut pas dire que ça va pas se faire, hein. Ça veut pas dire que ici, et vous voyez qu'on n'est pas très loin de la zone verte ici. Je pense que si on monte aux 40 000 $, on s'approchera de la zone verte. Mais en tout cas, c'est un indicateur super intéressant à regarder également dans ce sens. Le Rodel Ratio, c'est ceux qui gardent leur Bitcoin à peu près 2-3 semaines et ceux qui le gardent plus d'un an. Donc c'est un ratio entre les deux. Et là, vous voyez qu'on a touché également les zones de bottom pour éventuellement repartir. Le Stock to Flow, c'est un indicateur qui a été fortement décrié, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il a du sens. C'est l'indicateur de plan B. Et en l'occurrence, vous voyez que par le passé, en tout cas, il a eu pas mal de sens. Pour le moment, on est un peu sur un rendez-vous raté avec la ligne des 100 000 $ ici. Vous le voyez que ici, le Stock to Flow nous prévoyait 100 000 $. Mais est-ce que finalement, c'est pas quelque part... c'est-à-dire, sur ce halving-là, il y avait une target de 100 000 $ qui n'a jamais été touchée. Donc ça c'est intéressant. La deuxième chose également, c'est qu'au prochain halving suivant, vous le voyez, la target elle est de 1,3 million. Et on est sur le halving 2024, c'est ça. Donc à partir de 2024, ici on va monter dans le halving, et là après on deviendra sur un stock to flow ratio qui sera à 1,3 million. Est-ce que on va retoucher les 100 000 $ une fois? Est-ce que ça va aller plus haut, etc. Bien évidemment, c'est des choses dont je n'ai absolument aucune idée à ce stade. J'ai des idées, mais j'ai aucune certitude, voilà, c'est ça que je veux dire. En tout cas, vous voyez que jusque-là, jusque quand on regarde depuis 2009, on a très très bien collé au stock to flow ratio. Donc ça peut être relativement intéressant ici de revenir coller aux 100 000 $, faire effectivement une longue période autour des 100 000 $, et puis ensuite avoir effectivement pendant le halving une assez forte corrélation d'avec lui. À voir, sincèrement, c'est quelque chose sur lequel pour le moment je mettrai pas ma main à couper, mais on a peut-être ici encore une fois très peu de Bitcoin sur les exchanges, c'est ce que je vous ai montré, un prix qui s'échange finalement sur très peu de Bitcoin, une raréfication potentiellement de l'offre vendeuse. On est peut-être ici dans une très grosse structure d'accumulation, en tout cas c'est une possibilité. Ici, on regarde les adresses à plus de 1 Bitcoin. Et là, en l'occurrence, on voit qu'on est sur un ATH également. Donc, 1 million d'adresses avec 1 Bitcoin. Donc je crois que c'est les shrimps, les tout petits, ou les fish, je sais plus, les planctons en gros qui sont fortement à l'accumulation. Les adresses à plus de 10, on voit que ça continue à accumuler également. On va zoomer un petit peu parce que sinon ça va pas. Voilà, les adresses à plus de 10 continuent d'accumuler également. Les adresses à plus de 100 Bitcoin sont à la latéralisation, et ça depuis un an quasiment, la latéralisation légère distribution, donc là évidemment 100 Bitcoin ça commence à être déjà un petit peu plus difficile à accumuler. Les 1000 Bitcoin qui distribuent assez fortement sur toute cette descente et qui là actuellement sont dans une latéralisation également, autour de 2000 adresses à 1000 Bitcoin qui sont dans cette zone, et là on a une assez forte distribution. On va zoomer un petit peu. On a une assez forte distribution des 10 000 Bitcoin. Est-ce que, donc, assez forte distribution, bien entendu, ici, vous comprenez qu'on passe de 121 adresses à 110 adresses. Le problème des 10 000 Bitcoin, c'est que vous allez rarement laisser 10 000 Bitcoin sur une adresse. Donc, on va le voir notamment sur la rich list. Si je vous montre la rich list, la rich list, c'est tous les portefeuilles les plus gros en termes de Bitcoin. Vous voyez ici que vous avez une quantité assez astronomique d'adresses à tout pile 10 000 Bitcoin. D'abord, c'est pour pas passer baleine à bosse, donc les super whales. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, il est possible ici que beaucoup d'adresses aient plus de 10 000 Bitcoin, mais qu'elles soient divisées, bien entendu, en 10 adresses de 1000 Bitcoin, avec chacune leur clé. Étant donné que la valeur ici, un Bitcoin n'est plus égal à $1, donc on
n'est plus du tout sur les mêmes enjeux pour éventuellement pouvoir garder sur un même protocole avec les mêmes clés, etc. 10 000 bitcoins sur une adresse. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je vous ai montré le net Realized Profit and Loss. Je vous ai montré le Unrealized. Je vous ai montré, oui, voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Les adresses actives qui sont ici, les nouvelles adresses qui sont ici, complètement en train d'exploser en ce moment. Ça tient peut-être pas mal aux ordinals. On va mettre ici une SMA de 7 jours. Ça tient peut-être aux ordinals, ici vous le voyez, donc les NFT sur Bitcoin, avec de plus en plus de cas d'usage. En tout cas, on a une explosion des adresses depuis le 12 mai 2023 et bien entendu ici, réexplosion des adresses à peu près. On est où ici? On est juillet 2022. Voilà, ce que je considère c'est plutôt le 25 décembre, voilà, depuis Noël. On avait eu une assez grosse baisse ici dans le biseau, en fait, le biseau descendant dont on a parlé précédemment. Mais voilà, je trouve que on-chain, on n'est pas trop mal. On va désormais aller faire la liquidité ici. N'oubliez pas le pouce bleu, bien évidemment. Alors là, on va repasser sur la vieille version, puisque je suis plus à l'aise avec. Hop, et on va faire ça. Alors, en l'occurrence, 60 millions de liquidés sur la journée d'hier, c'est pas grand-chose. 23 millions sur Bitcoin sur Ripple plus Bitcoin, ouais. En tout, 23 millions sur Bitcoin et Ethereum également. Beaucoup de liquidations sur Ripple, qui intéresse pas mal de monde en ce moment sur les futurs. Donc attention à ça, ça pourrait éventuellement le faire corriger si le sentiment est trop bullish. Est-ce que le sentiment est trop bullish dans la zone? Non, j'ai plutôt ici un prix qui monte, et j'ai plutôt un funding qui reste à plat. Là, on est sur la liquidité sur Ripple. Vous voyez qu'on a bien nettoyé la borne du bas qu'on avait mis en avant il y a quelques jours et on a nettoyé les deux bornes du haut. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui va nous rester? Eh bien, pour moi, j'ai un prix haussier et un funding qui latéralise. Donc, ça sous-entend que peut-être, en fait, on peut décaler éventuellement ce niveau ici et que le top a été shorté et qu'on peut enlever celui-ci et enlever celui-là. On va pas faire 3 quarts d'heure sur XRP, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant de regarder de temps en temps. XRP peut être un excellent indicateur de la présence d'une null season ou pas, puisque c'est cette news qui a trigué un petit peu l'histoire. Ici, c'est très propre sur Bitcoin, puisqu'on vient chercher la liquidité de la semaine dernière, ça j'en avais déjà parlé. On avait mis ce niveau en 2 pixels comme étant très certainement à prendre, et vous voyez que ça avait été le cas, et on a pris celui-ci et celui-ci. On a fait la vidéo à peu près par ici. Pour le moment, j'ai un prix qui diminue au départ avec un funding qui est latéralisant. Une augmentation du nombre de contrats, donc peut-être que ça veut dire que ici on a peut-être très légèrement du long, en tout cas c'est une possibilité. Et puis derrière j'ai un prix qui réaugmente avec le funding, donc ça c'est tout à fait normal. Ici par contre j'ai l'impression qu'il y a un gros short qui se crée, on va dire que le funding fait un petit plongeon ici, donc il doit y avoir une plateforme où il y a eu un gros short, c'est ce qui expliquerait peut-être le petit mouvement haussier derrière. En tout cas on va mettre un niveau de long ici, et puis après le prix suit le funding. Vous voyez que les contrats ont tendance à se calmer ici. On n'est pas à la borne où on déleverage en général, c'est-à-dire 7,74 milliards. On n'est pas à la borne où on accepte de reprendre du levier, c'est-à-dire 6,33 milliards. En tout cas, on est un petit peu entre les deux. On est quelque part entre les deux là-dessus. On a encore un point à prendre au 30 438. Et si on dézoome un petit peu... on avait noté ce point ici au 31 638, donc ça c'est le plus haut, ça voudrait dire retour en haut de range et prise de liquidité au-dessus de la structure. Maintenant qu'on a pris la liquidité en dessous, on va aller voir sur les poches de liquidité, sur les poches de liquidité si c'est quelque chose de possible. Ici, là où c'est intéressant sur les perps, c'est que oui, ce point-là est longué. Mais par contre, on a bouffé toute la liquidité précédente. Je pense que les niveaux qu'on vient d'effacer, là, que j'ai effacé tout à l'heure, étaient des très vieux niveaux. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Sous-entendu, ici, soit on fait 28,7 dorénavant pour descendre encore plus bas, soit on repart en haut de range. Et je serai plus partisan de l'idée que désormais ça va hausser. En tout cas, au plus je regarde et la structure et la liquidité, au plus j'ai l'impression que ça pourrait être le cas. Et je peux, encore une fois, bien entendu, me tromper. Ethereum qui va chercher un peu moins bas, il ne va pas sous sa structure, lui pour le coup, c'est pour ça qu'on a une belle performance de Ethereum contre Bitcoin. Beaucoup de shorts en haut ici qui n'ont pas été nettoyés. Si jamais on zoome un petit peu, et on est bien en 5 minutes, là je vérifie juste, oui, eh bien on a pris que ce niveau-là en fait, par rapport à la vidéo qui a été faite hier.
eh bien, j'ai plutôt une augmentation du prix avec une augmentation du funding, donc on va dire pas d'anomalie. Pas d'anomalie, et en l'occurrence, bah oui, j'ai, à part ici, où on va dire, le prix augmente, mais le funding diminue, hein, sur cette fin de structure ici, vous voyez qu'on a quand même une légère augmentation du funding, donc on pourrait éventuellement mettre un point à venir chercher pour les longues ici. Cela dit, j'ai l'impression qu'on enclenche quand même pas mal de shorts sur un niveau qui est celui des 1917 et qui pourrait désormais être revisité. Encore une fois, 1920 est un niveau crucial sur Ethereum dont on parle désormais depuis plusieurs semaines et voilà, c'est important de le noter. Déjà 40 minutes de vidéo, donc on va essayer d'aller rapidement sur les poches de liquidité. Les poches de liquidité, eh bien on a ce gros short là ici qui s'est ouvert et qui a arrêté la descente du prix. On était ici autour des 29,5, gros short qui s'ouvre à la perte des 30 000 hein, en fait, et qui vient d'être pris dorénavant. Si je regarde la grosse zone verte, déjà je regarde le delta, je vois qu'effectivement sur les 5 derniers jours, il y a beaucoup plus de shorts que de longs, tout simplement parce qu'on a bouffé du long, c'est pas forcément des gros shorts qui sont ouverts en plus. Pour moi, cette position-là, elle est bouffée, c'est-à-dire que tout de suite le prix s'est retourné, il est venu la chercher. Si on devait aller chercher le vert foncé, à ce stade, on peut éventuellement tabler sur 30 500. Si on devait aller chercher le orange foncé, revenir faire un tour sous les 29,3, 29,2 pourrait être une target cohérente. Maintenant, quand je regarde également Ethereum, on commence à enclencher pas mal de shorts également, 2,21, c'est pas non plus incroyable. La zone orange, je dirais qu'elle est autour de 1870, mais hier on avait parlé éventuellement des 1844, voire 1820. Et la zone au-dessus, vous voyez qu'on a un très très beau niveau ici, hein, avec beaucoup de vert foncé dans cette zone-là, qui s'était mis pendant la descente. Donc c'est pas si vieux que ça, on va dire que c'est des liquidités qui ont à peu près 5 ou 6 jours. Et en l'occurrence, là on parle des 1980 $. Donc on pourrait pousser très fort, c'est une possibilité, hein, encore une fois, c'est une possibilité que j'affectionne, mais c'est une possibilité, pousser très fort vers le haut, à minima jusqu'à 2000 $ sur Ethereum, et peut-être potentiellement jusqu'à 31 000 ou 30 500 sur Bitcoin. Sous-entendu, surperformance à nouveau d'Ethereum par rapport à Bitcoin, on reste un petit peu dans la logique précédente. Ici, j'ai l'impression qu'on a un tout petit peu plus de short que de long, mais c'est pas flagrant sur la 12 heures. Sur la 7 jours, qui est celle qui parle le mieux, en tout cas moi je trouve, c'est celle que j'affectionne le plus, eh bien c'est plutôt propre. Vous voyez qu'on est venu chercher ici cette petite zone là. On n'a pas terminé peut-être la prise de liquidité, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut très bien redescendre jusqu'à 29 200, 29 150. C'est un niveau vraiment intéressant sur lequel il y aurait de la liquidité à prendre. Par contre, dans toute cette zone, dorénavant, vous voyez que ce qui reste, c'est que de la liquidité haussière, hein, de shorter, donc de liquidation de shorter, près du prix, je n'ai que ça. Alors on pourrait tout à fait bouffer tout ça et ça correspondrait tout simplement à venir prendre à peine ça, mais proche du prix. Ici pour le moment, je ne vois que de la liquidité à 31 400. Sur Ethereum, c'est un petit peu différent. On va d'abord regarder la 12 heures. Alors, sur la 12 heures, sur Ethereum, j'ai l'impression qu'il y a plus de longues que de short, en l'occurrence. Hein, c'est ce qu'on a montré. Vous voyez qu'on a souligné 2 niveaux en long sur Ethereum, donc attention à ça. Et sur la 7 jours, sur la 7 jours, eh bien, Ethereum ne venant pas venir faire un tour sous sa structure, là où Bitcoin a bien corrigé, bon, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de valeur sur Ethereum en ce moment que sur Bitcoin, mais là où Bitcoin a bien corrigé sa structure, Ethereum malheureusement ne vient pas le faire, malheureusement ou heureusement, hein, ça dépend ici de quel côté vous êtes du trade, mais en l'occurrence, attention, puisque un petit tour par les 1840 à minima, et peut-être potentiellement 1800, ne serait pas à mettre de côté. Pour le moment, j'ai plus de liquidité en dessous dorénavant sur Ethereum que au-dessus. Donc est-ce qu'on fait confiance à Bitcoin en se disant que Bitcoin a terminé sa correction, qu'il pourrait être haussier, entraîner Ethereum avec lui vers une hausse, ou alors est-ce que Bitcoin va être utilisé pour nettoyer des choses sur Ethereum, ce qui est parfois le cas? Eh bien, c'est un petit peu la question du jour. Personnellement, je pense que tout va dépendre ici de quelle force on affiche aux 30 000 $. Si je devais conclure sur cette vidéo et donner une direction préférentielle, je reste toujours longue, hein, dans cette structure.
Je reste toujours long dans cette structure, de plus en plus parce que on ne fait pas ce drop vraiment impressionnant, à minima jusqu'à 27,2. Pour le moment, on ne le fait pas. J'ai tendance à penser que ça pourrait repousser et remonter haut de range, voire encore plus haut, c'est-à-dire avoir une cassure haussière, cette histoire. Maintenant, il est tout à fait possible que la structure de distribution ici gagne. On a du monde qui accumule aux 30 000, ou alors la question ici, c'est est-ce qu'on n'est pas sur du monde qui arrête de vendre aux 30 000? On vous vend ici la narration d'un ETF, donc vous êtes en tant que particulier hyper tenté d'acheter. Vous achetez éventuellement les bas de range, voyant que ça ne va pas plus bas. Et en l'occurrence ici, on commence à vous vendre au 31 et petit à petit sur toute la descente, les algorithmes commencent à se calmer autour des 30 000 et s'arrêtent de vendre totalement autour des 29,5. Sous-entendu, vous êtes en train de vous faire distribuer dans les gencives allègrement. C'est une possibilité, mais c'est vraiment pas du tout... Enfin... c'est pas du... Ou alors on n'a pas fini, c'est-à-dire on va continuer encore comme ça. Voilà, pour moi c'est peut-être une possibilité. Néanmoins, on n'a pas pris toute la box ici. Ça c'est un petit peu embêtant. J'aurais presque préféré ici qu'on enfonce et que ça vienne vraiment prendre toute la liquidité qui est là, parce que là il m'en reste une partie. Donc voilà, et on n'a toujours pas pété la 4 heures qui est là. Donc pour le moment, il n'y a rien de... La structure de retournement n'est pas validée, mais j'ai du mal à voir des choses baissières, si ce n'est le fait que tout simplement on soit déjà en train de vendre ici la hype ETF qu'on avait tout simplement. Et je vous rappelle que le prix du Bitcoin est fait par par une très faible quantité de Bitcoin. C'est ce qu'on a vu à l'instant sur Blacknode, hein, sur Glassnode, autant pour moi, ensemble, eh bien, voilà, peut-être que la hype ETF, elle a commencé à être achetée ici, je sais plus exactement quand est sortie la news, mais ça devait être, je pense, là-dessus même, et donc la hype ETF, elle sort là, et puis là, finalement, ça c'est une structure d'accumulation, on arrive ici, et là, on redistribue, d'accord? C'est possible, là, on est de toute façon tous en profit, on a vu sur Glassnode également que la plupart des personnes qui ont pris profit sur ce range étaient en large profit. Donc c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est normal qu'ils vendent puisqu'ils sont en profit, donc c'est pas une phase où les gens distribuent en ayant peur. Maintenant, si on considère que c'était des traders plutôt court terme qui avaient acheté tous ces points-là et qui ont retourné le prix ici, au bout d'un moment, bien sûr, la news ici retourne également le prix, et puis là on se retrouve dans une zone où vous vous faites distribuer systématiquement au 31. On aurait préféré que ça se distribue systématiquement un peu plus haut, mais peut-être que à la première latéralisation, au premier vendeur ici, tous les autres ont suivi. Donc c'est un petit peu la question du moment. Est-ce que ça c'est une structure d'accumulation ou de distribution? Et pour moi c'est les deux. La seule question c'est qui va gagner au final, c'est-à-dire est-ce que ce sont les traders court terme qui vont gagner, ou alors est-ce que ce sont, parce que ici c'est pas que du retail qui achète les 30 000, il y a aussi bien sûr de l'institutionnel qui est en train de le faire. Est-ce que ici on ne pourrait pas éventuellement se dire que ce sont eux qui vont gagner, avec encore une fois une hype potentielle de l'ETF et une potentielle hype du halving dorénavant qui va de plus en plus se rapprocher, etc. Les gens se disent que finalement les 30 000 est un bon prix. Néanmoins, et ça on en a beaucoup parlé dans la vidéo d'hier, ça n'a pas été retesté, d'accord? Ici on dégage, mais on ne reteste jamais ces deux points-là comme étant dorénavant un support. Donc 28,2 est un niveau intéressant, et ici le V du bottom, ici celui-ci, n'a jamais été retesté non plus, donc 27,2. Si jamais on allait dans un scénario où on baisse, pour moi, il se pourrait que ça soit un flash crash, c'est-à-dire tout simplement quelque chose qui nous donne effectivement cette structure dont on a pas mal parlé également, qui soit un Bart Simpson, et que derrière ça se reprenne très vite. Donc voilà, ça c'est vraiment une possibilité aussi que j'affectionne particulièrement. Mais les flash crash, c'est vraiment super pour prendre un short qui trouve ses profits rapidement. Donc il faut ici bien avoir l'œil sur l'écran pour ceux qui ont le temps en ce moment de tout simplement passer du temps et garder du temps. Ici vous voyez
qu'on passe sous la structure, on a quasiment clôturé cette daily, donc il faut surtout pas hésiter éventuellement à se dire que la structure continue ici à ce stade à potentiellement être baissière, d'accord? Et si jamais ça baisse, ici vous comprenez qu'on a pour le moment on a à peine touché les poches de liquidité qui sont là, mais je pense qu'effectivement il va y avoir du monde qui va vendre si jamais on perd effectivement les 30 000 $, et donc ça risque effectivement de dropper assez fort. Cela dit, beaucoup de force sur les 30 000 $ en ce moment, mais on n'est pas non plus à l'abri d'un mouvement baissier. Donc malheureusement, difficile pour moi de vous donner une direction ici, là-dedans. En tout cas, je trouve que la structure accumule des stops de shorter. Vous voyez que depuis les 5 derniers jours, on a plutôt du shorter qui est rentré là-dessus. Beaucoup ont certes sûrement pris profit, puisque derrière, on a effectivement une action de prix qui a été baissière. Mais si jamais on se met à liquider tout ça, on risque d'aller assez vite, c'est-à-dire aussi vite que ça. Donc je dis pas qu'on va être nécessairement haussier, je dis que si d'un coup on passait haussier, ça risquerait de se faire assez rapidement également. Donc on attend ici tout simplement une libération de la volatilité, hein. Vous comprenez qu'en weekly le shop est ultra chargé. Le shop est quand même pas mal chargé en weekly, on est quasiment au 63. Pour du weekly, c'est vraiment beaucoup. Vous voyez qu'on a été rarement dans ces eaux-là depuis les débuts de l'histoire de Bitcoin. Attention à cette grosse div baissière ici. Là, vous avez un plus haut sur le prix et ici, vous avez un plus bas sur le RSI. Et puis, on va regarder vite fait le Market Cypher. Le Market Cypher qui a 2 doigts de croisée bearish ici, vous le voyez. Hein. Donc, si on ne fait pas ce type de mouvement, sous-entendu, on croise bearish mais on repart, comme ça a pu être par le cas, voilà, on en a quand même fait pas mal. À ce moment-là, ça veut dire que sur le weekly, c'est pas très joli. On va regarder le Cypher sur le daily, très grosse divergence également ici, baissière. On a entamé ce mouvement de vente derrière. Par contre, en daily, la VWAP est en train de se rapprocher du zéro, ce qui sous-entend que peut-être cette vague de vente est en train de commencer à se terminer. Néanmoins, on ne le voit pas ici, vous le voyez, ce sont des vagues, hein, c'est l'écume que vous regardez là, puisqu'elles oscillent avec des temporalités différentes, donc il y en a une qui réagit avant l'autre, et là vous voyez ici que on n'est pas non plus sur la fermeture de cette histoire. Sur le 4 heures, on est complètement bull avec un gros mouvement de vente qui est peut-être potentiellement en train de se terminer, mais j'ai une VWAP qui se rapproche du zéro ici, ce qui est en train de me dire attention, ce mouvement d'achat là, enfin l'arrêt de cette vente plutôt, est peut-être potentiellement en train de se calmer. Donc momentum est pas excellent, hein, pour le coup, vous voyez qu'on l'a regardé aussi, il est pas ouf, hein, sincèrement, que ça soit sur le weekly, etc. La seule chose sur laquelle on peut éventuellement donner du crédit, c'est que on a un shop qui est chargé, mais un shop chargé, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Voilà pour ma part, donc j'aurais tendance à rester encore une fois, plus ou moins haussier. Là où je dis faites très attention, c'est que d'ici ce soir, pour moi, il va falloir avoir regagné des niveaux intéressants. On a de la liquidité au-dessus. On pourrait peut-être jouer juste un rebond haussier sur cette liquidité-là. C'est une possibilité également qu'il faut pouvoir chérir. C'est-à-dire que ici, concrètement, vous rentabilisez un trade assez rapidement. Par exemple, je dis un truc au hasard, hein, mais imaginons que vous rentrez ici et que ça hausse. Que le prix prenne ces 2%, donc juste venir reprendre la structure là, même si moi je pense qu'on pourrait peut-être plutôt aller dans ces eaux-là. 3,66%, si vous êtes en levier x30, vous aurez pris un 100%, vous vendez 50% de votre position une fois que vous aurez pris vos 100%, ça veut dire que tout simplement votre position devient gratuite, vous pouvez laisser votre prix de liquidation une fois que vous êtes entré là-dessus, et au départ vous aviez un stop loss, mais là pour le coup vous pouvez libérer la liquidation là-dessus puisque vous êtes remboursé le capital investi une première fois, en vendant ces 50% à 100%, et là du coup vous pouvez rester en position sans réellement vous faire attention à réellement, votre capital de trading on va dire est protégé sur ce trade. Voilà, c'est des petites techniques qui peuvent permettre éventuellement de rester sur une position alors qu'elle est un peu dans une zone pas géniale. Voilà, il faut absolument regagner ici le niveau daily, ça c'est une certitude. Il faut absolument péter la 4 heures, ça c'est une certitude aussi. Et si jamais c'est pas le cas, à ce moment-là c'est à minima 29,2, peut-être 28,2, peut-être 27,2. Encore une fois, pour le moment, j'ai pas d'autres ici à court terme, j'ai pas d'autres. Mais vous voyez très bien ici les structures de retournement qui se font avec cette espèce d'épaule tête-épaule également ici qu'on est peut-être en train de valider, avec voilà toutes ces choses qui doivent normalement
juste être des déviations et ne pas nous donner l'enfoncement total. Si on a l'enfoncement total, tout simplement, la target pour le coup pour cette épaule, tête-épaule, c'est à peu près quelque part par ici, et c'est à peu près en l'occurrence à la cassure, justement les 28 200. Donc très beaux endroits pour éventuellement envisager du short. Néanmoins, liquidité pas forcément avec vous sur ce coup-là. Peut-être après un rebond, hein, on pourrait se dire aussi 1, 2, 3, si là on revient jouer avec les 35, 31, en fonction du sentiment sur ce moment-là. Après un rebond, peut-être rentrer pour un short pourrait être éventuellement intéressant. Pour le moment, en tout cas, moi ce qui m'intéresse, j'adore quand ces points-là ici sont trigués. Là en l'occurrence, vous voyez que c'est pas le cas sur le contrat spot, mais on l'a vu tout à l'heure sur les perps, c'est assez évident que ces points-là ont été pris. Moi j'adore ces moments-là parce que c'est des prises de liquidité qui sont super intéressantes pour éventuellement rechoper le mouvement inverse derrière. Vidéo très longue, j'en conviens, mais on a fait du glass node, on a fait pas mal de choses. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si jamais ça vous a intéressé, si jamais la vidéo était cool pour vous. La question du jour sera: quel est pour vous l'animal le plus bizarre de la création? Parce que j'ai expliqué il n'y a pas très longtemps à mon fils ce qu'était un platypus, donc un ornithorynque, et pour moi c'est l'ornithorynque qui est l'animal qui prouve que si Dieu existe, il a le sens de l'humour au moins, parce que vraiment c'est un animal vraiment extrêmement bizarre. Quand vous en apprenez sur l'ornithorynque, le platypus, vous allez vraiment vous marrer à savoir toutes les fonctionnalités qu'a cet animal qui ne servent à rien. Et quel est pour vous l'animal le plus bizarre de la création? Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite à tous une excellente journée, on se retrouve demain, à très bientôt, ciao.